ça vous arrive de vous sentir un peu parfois fatigué, d'être dans un monde où on est obligé de courir tout le temps, courir pour être le meilleur en fait, le meilleur à l'école, le meilleur au travail, le meilleur dans sa vie de parent, d'être un bon parent, d'accompagner ses enfants, d'être aussi le meilleur citoyen, celui qui va toujours essayer de se surpasser. Et ce sentiment d'être dans une course permanente, en fait, parfois ça vous fatigue un petit peu, mais vous dites que finalement, il n'y a pas tellement d'autres possibilités pour vivre ensemble, puisque d'une certaine manière, les ressources sont limitées, il faut bien se les répartir, et donc c'est finalement une forme de justice sociale de se dire qu'on est un peu en compétition les uns avec les autres, et que c'est comme ça, en fait, que notre monde peut fonctionner sans être dans le chaos. Eh bien, je vais essayer aujourd'hui de vous faire explorer votre monde intérieur, votre monde de représentation, celles qui vous font dire que l'homme est foncièrement mauvais, qui fait des fraudes sur Internet, et essayer de revoir un petit peu ces représentations et vous parler en fait d'un monde où en fait on peut articuler le désir de chacun d'être un individu à part entière, d'avoir sa propre liberté, son propre libre arbitre, et le vivre ensemble, et on peut l'articuler en fait sous un mode coopératif. Donc, comme l'a dit la personne qui m'a introduite, moi je travaille sur ces questions de cohésion sociale depuis une dizaine d'années au CREDOC, qui est un centre de recherche sur l'étude des conditions de vie. Et au cours de mes recherches, mais aussi au cours de mon quotidien, en fait, m'est apparue cette possibilité d'un autre monde que je vais essayer de vous faire explorer aujourd'hui. Alors vous allez me dire, bon, ça a l'air sympathique ce monde, mais ce n'est pas du tout celui dans lequel on vit. Aujourd'hui, on est évalué en permanence. Toute la journée, en fait, on va avoir des likes quand on va mettre des posts et on va se demander si finalement nos amis ont bien aimé ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux. On est même évalué, même sur le marché de l'amour maintenant, avec les applications de rencontres. Et d'une certaine manière, la compétition, elle s'est insérée dans tous les champs de notre vie, y compris ceux de la vie privée. Parfois même, on est même en compétition avec soi-même, c'est-à-dire qu'on va avoir une forme on va se regarder sur des applications pour savoir si on court plus vite que la veille ou si on a fait attention à faire le nombre de pas dans la journée qu'on s'était fixé, donc dans cet objectif toujours de se surpasser les uns les autres. Et au-delà d'un principe de réalité, il y a aussi cette idée très présente que l'homme est foncièrement mauvais, qu'il est narcissique, l'homme ou la femme, qu'il est narcissique, qu'il est égoïste, qu'il ne pense qu'à lui-même et qu'il est en fait gouverné par son propre intérêt. Et cette idée, en fait, je vais vous proposer de faire un exercice de pensée. Ce n'est pas parce que l'homme est égoïste et individualiste qu'on vit dans un monde compétitif, mais ce que je vais vous proposer d'imaginer aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse. C'est parce qu'on est dans un monde qui est organisé sous un mode de la compétition qu'on est tous les uns et les autres pris dans ces chemins à essayer de courir les uns plus vite que les autres pour essayer d'obtenir le meilleur emploi, le meilleur logement, le meilleur amoureux, etc., etc. Alors vous allez me dire que j'ai une vision un petit peu utopique de la vie. On dit aujourd'hui dans le langage courant que je vis un peu dans le monde des bisounours. Et donc je vis un peu dans un monde qui a l'air très très désirable, mais qui est quand même assez peu réaliste. Et cette idée en fait d'un monde où l'homme est profondément méchant, narcissique, où il ne pense qu'à lui-même, en fait elle date d'il y a 400 ans. Elle a été très popularisée en fait par un écrivain qui s'appelle Mandeville, qui est un écrivain anglais, un philosophe, qui a voulu mettre en avant l'idée que pour qu'une société fonctionne bien, il fallait qu'elle soit organisée sous le mode de la compétition, ou en tout cas qu'il fallait laisser les gens aller à leurs vices privés, et que c'est en laissant ces vices privés qu'on allait arriver à un bien public. Donc il a écrit un livre qui s'appelle La fable des abeilles, et il raconte donc l'histoire d'une société des abeilles, où les abeilles décident d'être honnêtes, de bien se comporter les unes avec les autres, et petit à petit, en fait, à force d'être honnêtes, la société périclite. Il n'y a plus de conflits, donc il n'y a plus besoin d'avocats, il n'y a plus de riches, donc il n'y a plus besoin d'artistes pour les divertir, il n'y a plus de voleurs et de gens qui vont frauder, donc il n'y a plus besoin de policiers. Bref, le monde en fait s'affadit et n'arrive plus à progresser, à se surpasser.
Et de cette fable, en fait, il tire l'idée qu'il faut laisser les gens aller dans leur plus sombre penchant, et que globalement, la société va en profiter, qu'on va s'enrichir, à la fois financièrement, mais aussi en termes de conditions de vie, etc. Et cette idée, elle est reprise par un économiste qui s'appelle Adam Smith, en la perfectionnant un petit peu, en expliquant que non seulement le fait de vivre dans une société où on laisse les uns et les autres suivre leur propre chemin et on les laisse un peu courir les uns contre les autres, elle est bonne pour la société, mais en plus même individuellement, elle va permettre à chacun de se surpasser. Elle va permettre aussi une société qui va être créative, qui va être innovante. Donc cette idée d'une société où la compétition, c'est non seulement un moyen de créer de la justice sociale, mais aussi un moyen finalement d'avoir une société qui va produire du bien-être, du progrès, elle est très présente dans nos esprits. Elle est tellement présente qu'elle a même débordé les champs philosophiques ou économiques pour aller vers les champs de la justice sociale. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement naturel que l'État fasse en sorte qu'on puisse tous courir dans cette immense compétition scolaire. Et donc, l'objectif du pouvoir public, c'est quasiment d'aider les gens pour qu'ils aient une égalité des chances, qu'ils puissent partir derrière la même ligne de départ. Donc, on va essayer de s'échiner à compenser les handicaps des uns et des autres, sachant qu'on a tous évidemment des difficultés, certains à apprendre, d'autres à lire, etc. Et des difficultés qui peuvent être physiques, parfois des handicaps sociaux, on peut venir de milieux où nos parents ne parlent pas le français, etc. Et donc, les pouvoirs publics vont devoir essayer de mettre tout le monde derrière cette première ligne de départ pour créer la compétition la plus juste possible et donc avoir un modèle social qui nous permette de vivre ensemble sans nous déchirer. Alors cette vision en fait d'une somme de bonheur individuel qui devrait arriver au bonheur collectif, elle est complètement démentie par les sciences sociales. Dans une enquête du CREDOC qui s'appelle l'enquête Conditions de vie et aspiration, on mesure que d'un côté, on a 73% de la population qui nous disent qu'ils se sentent intégrés personnellement dans la société française, et dans le même temps, on n'a qu'un quart de la population qui considère qu'il vit dans une société où il y a une cohésion sociale qui est forte. Donc on voit bien en fait que la somme des bonheurs collectifs, la somme des situations individuelles, contrairement à la fable des abeilles ou au regard d'Adam Smith, ne conduit pas en fait à un bonheur collectif. On peut tout à fait se sentir bien dans ses baskets et avoir le sentiment que la société part à volo et qu'il n'y a pas en fait d'unité ni de cohésion. Une autre chose en fait qui est assez parlante quand on regarde dans le monde dans lequel on vit, on voit bien qu'il y a quand même un petit peu de ressentiment. Du ressentiment à la fois du côté des personnes qui sont plutôt les perdantes de la course permanente. Donc là, je vous ai mis des images des Gilets jaunes, mais il y a beaucoup d'autres mouvements sociaux qui, sans arrêt, disent « mais moi, je n'arrive pas à courir cette course, pas parce que je ne suis pas méritant, pas parce que je ne me lève pas tôt le matin, mais parce que j'ai eu telle et telle difficulté et on ne m'a pas aidé dans ces difficultés ». Et donc d'un côté en fait, de l'échiquier social, on a des gens qui non seulement sont les perdants de la course, mais en plus qui refusent, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'être responsables d'être perdants de la course. Parce qu'évidemment, personne n'a envie de se dire que non seulement il a raté, mais qu'en plus c'est de sa faute. Et à l'autre bout du spectre, on a des personnes qui sont, on va dire, les gagnants de cette course, qui ont des professions valorisées, qui gagnent bien leur vie, etc., et qui sont proches de l'épuisement, qui travaillent comme des fous, qui ne savent plus où donner de la tête, qui ont dû passer des concours à n'en plus finir, qui sans arrêt sont remis sur leurs compétences sont questionnées, et donc qui arrivent presque à l'épuisement. Et on crée en fait d'une certaine manière avec cette course une forme de ressentiment permanent. Tout le monde critique l'autre, tout le monde se dit que l'autre a eu plus de chance que lui, ou bien qu'il a mérité sa place et qu'il en a marre que tout le monde se plaigne. Et au total, on a donc une société où finalement tout le monde court, mais pas vraiment après son bonheur. Eh bien, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu évoluer nos représentations. Cette idée que l'homme, il est foncièrement égoïste, qu'il est narcissique, qu'il ne pense qu'à lui-même, c'est évidemment une partie de la réalité. On a plusieurs penchants en nous, de la même manière que quand on est petit, parfois on a envie de taper le voisin parce qu'il nous a piqué notre seau dans le bac à sable. Mais on a aussi d'autres éléments dans notre fort intérieur, tous les uns et les autres, et on a des exemples autour de nous tout le temps, en fait, qui nous montrent que l'homme n'est pas que égoïste. Alors je vais vous donner quelques exemples. Un premier exemple, c'est tout simplement la parentalité. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui font des enfants.
quand vous faites un enfant, vous passez beaucoup de temps la nuit à ne pas dormir, vous passez beaucoup de temps le soir, à vous demander comment est-ce que vous allez faire pour vous en occuper, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce que vous vous faites bien, est-ce que vous avez suffisamment été sévère ou pas assez sévère, bref, vous donnez beaucoup de vous-même, de votre argent, de votre temps, de votre esprit pour essayer de faire en sorte que ces petits êtres complètement non autonomes au départ deviennent autonomes. On peut se dire que c'est finalement assez narcissique parce qu'on essaye d'avoir des prolongements de soi. Je pense que s'il y a des parents dans la salle, vous savez tous que les enfants ne sont pas du tout des prolongements de nous-mêmes et qu'ils ont leur propre façon d'être, leur propre façon d'être et de vivre dans le monde. Donc ça, c'est un exemple assez parlant. Puis il y en a un autre, par exemple, dans un autre domaine, un domaine complètement différent. En fait, je suis sûre que dans la journée, aujourd'hui, vous avez dû acheter des choses. En tout cas, c'est possible qu'il y en ait un certain nombre dans la salle qui a acheté des choses. Et en fait, l'acte d'achat, il repose quasi exclusivement sur la confiance en autrui. Vous donnez de l'argent avant de recevoir la marchandise. Vous ne savez pas si cette marchandise, elle va être de qualité. Vous ne savez pas si on ne va pas vous arnaquer. Et inversement, celui qui va vendre, en fait, il va aussi peut-être vous donner la marchandise avant de recevoir l'argent. Alors bien sûr, il y a des fraudes, il y a des arnaques, on en a parlé tout à l'heure, mais finalement, à l'échelle des millions de transactions qu'on passe tous les uns et les autres, la proportion des malversations, si je puis dire, est relativement faible. On peut prendre encore un autre exemple, pas dans le quotidien, mais dans des situations de crise. Souvent, quand on voit des films un peu de fin du monde, on voit que les gens s'entre-déchirent, qui sont prêts à tout pour obtenir les ressources des autres. Et en fait, dans les vraies situations de crise, on se rend compte que les gens coopèrent. Non seulement ils coopèrent, mais ils se mettent presque en danger pour les autres. Par exemple, pendant les attentats du 13 novembre, dans le Bataclan, des personnes se sont mis en danger simplement pour tenir la main d'une autre personne, d'un inconnu, de quelqu'un qu'ils ne connaissaient absolument pas, juste par humanité en fait. Juste parce que au fond de nous, on a aussi quelque chose qui va vers l'autre et qui a envie en fait finalement de partager et de coopérer. La difficulté en fait de notre monde actuel, ce qui nous fait ressentir cette gêne par rapport à un manque de cohésion sociale, ce n'est pas l'individualisme. Ce n'est pas le fait de penser chacun tout le temps que à soi. C'est ce qu'on appelle l'individualisation. C'est-à-dire le fait qu'on a envie, chacun d'entre nous a envie d'avoir son propre chemin. Il a envie de choisir un petit peu sa religion, de choisir son mode de vie, de choisir la manière dont il s'habille, ce qu'il mange, avec qui il vit, etc., etc. Et donc les anciens modes de coopération, qui étaient très institués, la religion, la famille, l'entreprise, sont un peu chahutés et en fait sont des modes de coopération qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à nous aider à faire société. D'une certaine manière, par exemple, là je vous montre un exemple, cette individualisation, on la voit dans plein de choses, mais on la voit par exemple dans le tatouage. Auparavant, le tatouage, c'était une marque, les marques corporelles, c'était des marques collectives. On circoncisait les enfants parce qu'ils rentraient dans la communauté. On mettait une marque chez les Indiens, chez les hindous par rapport au mariage. Aujourd'hui, le tatouage, c'est le symbole même de sa propre identité personnelle. On a dessiné son tatouage, il nous rappelle quelque chose d'unique, il nous permet d'être nous-mêmes. Donc c'est cette difficulté d'individus qui ont envie d'être complètement eux-mêmes qui questionne en fait les modes de coopération. Et heureusement, on a une chercheuse qui s'appelle Elinor Ostrom et qui propose un autre mode de vivre ensemble que celui de la compétition ou que celui de l'État totalitaire, si je puis dire, qui permettrait de réguler des hommes narcissiques et égoïstes. Et cette chercheuse, donc c'est la première femme prix Nobel d'économie, elle a travaillé en fait sur ce qu'elle appelle les communs. Donc les communs, c'est l'idée qu'en fait on peut avoir une nouvelle manière de vivre ensemble, une nouvelle qui s'appuie sur des anciennes, qui existent depuis très longtemps. Donc on va avoir une ressource, par exemple une forêt, ou une ressource immatérielle, comme par exemple Wikipédia, une communauté de gens qui vont avoir envie de s'en occuper, qui vont donner de leur temps. Ça peut être des personnes, des entreprises, des associations, etc. Et surtout, des règles pour fonctionner.
Parce que la coopération, en fait, elle n'est pas plus spontanée que la concurrence. Pour mettre en place la concurrence dans notre société, on a besoin d'autorité de la concurrence, on a besoin de gens qui vont évaluer si on est meilleur à l'école ou pas, etc. Tout un tas de règles sont mises en place, et la coopération, pour exister, elle a aussi besoin de règles. Donc les règles qui étaient un petit peu traditionnelles par le passé, aujourd'hui, sont questionnées, et dans cet espace des communs, on peut imaginer de retravailler ensemble, mais en négociant finalement les règles les uns avec les autres. Alors ça peut vous paraître un petit peu théorique, mais en fait ça existe déjà. En France, il y a 1800 tiers-lieux qui sont des espaces qui ont été investis par des citoyens ou des associations ou des entreprises, etc. et qui sont gérés de cette manière-là, où les règles sont négociées. Par exemple, il y en a un à Caen, qui s'appelle le WIP et qui est dans un endroit qui était totalement sinistré de hauts fourneaux métallurgiques. Des personnes s'en sont emparées et c'est devenu un lieu qui fait du coworking, qui a une activité économique avec de l'événementiel et qui fait aussi de l'inclusion sociale avec des manifestations artistiques, etc. Donc finalement, ce que je vous propose en fait de faire aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut avoir un autre monde. C'est possible. Par contre, ce n'est pas forcément facile. Ça demande pour ça de changer beaucoup de choses. Ça demande de changer un certain nombre de valeurs, de changer aussi finalement tout ce qu'on va essayer d'apprendre aux enfants, la manière dont on fonctionne. Par exemple, ça demande peut-être de sortir de l'évaluation individuelle pour aller vers des évaluations collectives. À l'école, évaluer des projets et savoir si les gens ont réussi finalement à arriver à bon port, plutôt que sans arrêt leur dire s'ils sont arrivés en premier, en deuxième, en troisième ou en quatrième dans le classement de la classe. Au travail aussi, à côté des évaluations individuelles, est-ce qu'une équipe projet arrive à mener son projet et comment est-ce qu'elle y est arrivée? Qui a été le petit rouage qui a permis de tout faciliter, qui peut-être était invisible dans l'évaluation individuelle, parce qu'il a des compétences qui sont peut-être pas très perfectionnées, mais qui sont en fait essentielles au bon fonctionnement d'une équipe. Ça demande aussi de changer un petit peu d'horizon. Au lieu d'aller vers un horizon de la réussite individuelle, de la confiance en soi par exemple, ça demande d'enseigner plutôt l'humilité, le compromis, la capacité à écouter l'autre. Donc sortir en fait finalement d'une culture qui est très verticale, où on a quelqu'un qui décide, où c'est très efficace, mais par contre, ça n'est pas du tout collaboratif. Donc ça demande aussi de ralentir. Ça demande d'accepter en fait que les décisions prennent du temps, qu'on se mette tous d'accord, qu'on négocie, que petit à petit on arrive à un consensus avec un mode de décision, mais que nécessairement ça sera beaucoup moins rapide que quelqu'un qui prend une décision tout seul dans son bureau. Et d'une certaine manière, ça nous emmène aussi vers un chemin qui nous fait sortir un petit peu de ce monde de la compétition, dont l'objectif aujourd'hui, c'est essentiellement d'avoir. Cette compétition, elle est là pour essayer d'avoir le plus beau logement, d'avoir le plus beau métier, de posséder des choses, parce que l'horizon qui est le plus présent dans notre société, c'est la société de consommation. Et dans un univers coopératif, la chance qu'on peut avoir, c'est que certes, on produira peut-être un petit peu moins, mais par contre, on existera. Et en tant qu'individu, chacun d'entre nous, en fait, a besoin d'exister, a besoin d'être reconnu, a besoin d'apporter sa pierre. Et donc, via un mode coopératif, on a une manière finalement d'articuler cette liberté individuelle et le vivre ensemble. Finalement, on passe un peu d'une liberté négative, c'est-à-dire ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, à une liberté positive qui est la liberté de s'engager. Alors on pourrait peut-être essayer.